Bonjour à tous et bienvenue sur Totis dans cette conférence dédiée à la CDFI et aux écoles d'ingénieurs en 2023. Et pour ça, j'ai le plaisir de recevoir Jacques Fayolle, qui est président de la CDFI et directeur de Mines-Saint-Yenne. Bonjour Jacques. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Alors en quelques mots, est-ce que vous pourriez nous présenter la CDFI et ses missions? Alors déjà, la CDFI, la déclinaison de l'acronyme, c'est Conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs. C'est une des deux conférences institutionnelles créées par le Code de l'éducation. Il y a donc la conférence qui représente les écoles d'ingénieurs, qui est la CDFI, et une autre conférence qui représente les universités, qui s'appelait avant la conférence des présidents d'université, qui s'appelle maintenant France Université. Donc c'est deux objets qui sont des corps intermédiaires entre les structures de l'État, les structures publiques, le gouvernement, et puis la communauté des établissements. Donc, en ce qui concerne la CDFI, on regroupe la totalité des écoles d'ingénieurs en France, quel que soit leur statut, public, privé, quel que soit pour les écoles publiques leur ministère de tutelle, que ce soit le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, mais aussi les ministères techniques. Je dirige, moi, Mines-Saint-Étienne, qui est sous tutelle du ministère de l'économie et de l'industrie. On est aussi dans la CDFI, donc la totalité des écoles d'ingénieurs en France, et aujourd'hui, ça représente 200 écoles qui accueillent à peu près 250 000 élèves, dont 190 000 élèves ingénieurs. Et donc, on diplôme à peu près 45 000 ingénieurs par an dans nos écoles. Alors selon vous, comment définir un ingénieur en 2023 et qu'est-ce que c'est concrètement une école d'ingénieur aujourd'hui? Alors c'est vrai que le métier d'ingénieur est quelque chose qui est protéiforme, donc c'est sans doute plus difficile de définir un ingénieur qu'un médecin ou que je sais pas, un coiffeur. Donc c'est un métier qui est divers, mais ça en est une de ses richesses. D'une certaine façon, je vais utiliser une image. Les ingénieurs, je dis aujourd'hui que c'est les médecins du monde parce que ils vont aller traiter des problématiques sociétales, que ce soit des problématiques de transition. Alors on pense évidemment à la transition énergétique, transition numérique, transition écologique. Ils vont aller traiter des problématiques de production sur de la production manufacturière, du génie civil, voilà. On va avoir aussi des ingénieurs qui vont travailler plus dans le domaine de l'agriculture, sur des écoles d'agronomie, sur là pour le coup vraiment la manière de produire au sens premier du terme des denrées. Et ils vont adresser ces questions-là avec toujours la même philosophie qui est la philosophie de l'ingénieur, qui est j'ai une problématique, en réponse à cette problématique, je vais concevoir une solution, je vais la tester, la mettre en œuvre et regarder comment elle fonctionne, l'améliorer et avoir cette boucle on va dire d'amélioration continue qui permet d'optimiser une solution au regard des contraintes qui me sont fournies. Et c'est cette problématique-là, effectivement, qu'on instancie dans le domaine de l'informatique, des mathématiques, de la physique, de la chimie, de la biologie, de la mécanique, c'est fondamentalement toujours la même, mais le métier adresse différents objets, et c'est ce qui en donne toute sa richesse. Effectivement. Alors, plus de 200 écoles d'ingénieurs en France aujourd'hui. Comment est-ce que vous pouvez analyser un peu les évolutions entre les écoles d'ingénieurs d'hier, aujourd'hui, et vers quelle trajectoire se dirigent-elles? Alors, j'étais la semaine passée à l'ouverture d'une cérémonie ingénieuse qui traitait des questions de mixité dans les formations. Et je vais utiliser en fait un des propos qu'a utilisé Bruno Le Maire qui faisait l'ouverture de cette cérémonie, donc Bruno Le Maire, ministre de l'économie et de l'industrie. Il disait finalement, vous regardiez l'ingénieur, je vais prendre l'ingénieur mécanique, il faisait, il y a encore 30 ans, 40 ans, un geste qui était de produire une pièce, de l'usiner d'une certaine façon, et donc il avait un certain nombre de gestes physiques pour construire cette pièce. Donc il y avait un côté peut-être un peu plus manuel. Aujourd'hui, quand l'ingénieur va aller travailler chez Airbus
toujours sur ce même objet, le fait de mettre un boulon, c'est pas le fait de mettre un boulon sur un avion qui est important, c'est à quelle pression ce boulon est serré pour aller rentrer dans une base de données, pour être sûr que dans le process sécurité qui permet de s'assurer que l'avion est conforme et qu'il vole sans mettre en danger ses occupants, que ces informations-là soient stockées dans des bases de données, qu'elles puissent être analysées au travers du cycle de vie de l'objet. Et donc, on a une vision beaucoup plus, j'allais dire, en profondeur sur les problématiques de production. Donc, on a fondamentalement un monde qui se complexifie, où on n'est plus simplement sur la production, on va être sur la maintenance, sur la prévention, on va être sur du machine learning, toutes ces questions autour de l'intelligence artificielle qui sont particulièrement dans l'actualité ces derniers temps, voilà, pour intégrer ces nouveaux objets dans le métier de l'ingénierie. C'est la première grande révolution qui est, on va dire, une révolution, j'allais dire, d'ordre thématique. Et puis la deuxième révolution, et on ne peut plus aujourd'hui regarder les choses de manière monodisciplinaire et donc faire un ingénieur informaticien ou faire un ingénieur mécanicien et regarder les choses avec les frontières d'une discipline, parce que les problématiques et les compétences sont de plus en plus aux interfaces. L'exemple type, c'est évidemment les questions autour de la transition écologique, que quel que soit le domaine dans lequel je suis en train d'étudier, les actions que je vais faire, les produits que je vais proposer en termes d'ingénierie auront un impact sur le climat, auront un impact sur la consommation d'énergie, auront un impact sur la sécurité des systèmes. Et donc, je vais devoir avoir des réflexions aux interstices entre les domaines. Et donc, on travaille sur des grands sujets nationaux qui sont industrie verte, l'alliance entre l'industrie et l'écologie, sur la question sur les interactions entre le domaine de la santé et le domaine de l'ingénierie, que ce soit pour faire de la bioélectronique, donc pour entrer des aspects d'électronique dans des tissus vivants, que ce soit pour faire de la prévention par intelligence artificielle de grandes épidémies. On pense évidemment au Covid de manière assez naturelle. Voilà, toutes ces questions aux interstices entre un domaine qui était le domaine classique de l'ingénierie, on va dire peut-être plus tech, et des domaines qui sont moins tech, mais qui représentent un impact sociétal important. Et c'est cette grande évolution qui change entre, si je regarde l'ingénieur du XXe siècle et l'ingénieur du XXIe siècle. En lien avec ce que vous venez de répondre, en miroir, est-ce que du coup, l'opposition qui était parfois faite dans les écoles d'ingénieurs, de dire il y a des écoles généralistes, des écoles plus spécialisées, est-ce que tout ça va se fondre dans un seul et même type d'école d'ingénieurs ? Alors ça, c'est une question difficile, où chaque directeur et directrice d'école aura sans doute une réponse liée à son domaine d'activité et quelque part aussi à sa stratégie, à son marketing de l'offre et à la façon dont son école souhaite se positionner sur le marché de la formation. Mais malgré tout, en fait, on peut regarder les choses en perspective en disant que on a différentes typologies d'ingénieurs, soit des ingénieurs qui vont regarder plutôt les problématiques en largeur et qui vont se destiner à des métiers plutôt de management, de chef de projet, et donc qu'on va appeler plutôt généralistes parce qu'ils ont eu ce parcours en largeur qui vont traiter de l'éclairage sur différents domaines, et puis d'autres parcours plus en profondeur où des étudiants vont aller approfondir telle ou telle discipline scientifique, aller vers les métiers de la recherche, et on va aller être sur des parcours de plus de spécialité à ce moment-là. Merci Jacques Favieux pour toutes ces réponses éclairantes. J'aimerais qu'on s'arrête maintenant sur deux thématiques, ouverture sociale et féminisation. Où en est-on en 2023 dans les écoles d'ingénieurs françaises ? Alors, on peut déjà faire le constat qui est relativement simple, qui est que si je regarde la question de la mixité, nous avons aujourd'hui dans nos écoles 29% de jeunes femmes qui sont en train de réaliser des études d'ingénierie. Ce chiffre-là évolue petit à petit, on était à 25% il y a 5 ans à peu près, donc on gagne quelques points par année. C'est évidemment très insuffisant. Je fais toujours
j'apporte aussi un éclairage international. La France n'est pas une situation particulière sur ces questions-là. Quels que soient les pays développés que l'on regarde, que ce soit des pays d'Amérique du Nord, des pays européens ou des pays asiatiques, quand on regarde les métiers de l'ingénierie, on est toujours sur ce chiffre de 30% de jeunes femmes, 28, 29, 30%, qui font des études dans le domaine de l'ingénierie. Donc la France n'est pas une spécificité, malgré tout on ne peut pas se satisfaire de ce constat-là, parce qu'on a besoin de plus d'ingénieurs en France, on en produit aujourd'hui 45 000, je le disais en introduction, on en aurait besoin, alors suivant les branches professionnelles auxquelles on s'adresse, de 50 000 ou de 55 000, donc entre 5 et 10 000 ingénieurs de plus par an à produire, et pour, j'allais dire, produire des ingénieurs, il faut de la matière première, et la matière première, ce sont les viviers de candidats. Et les viviers de candidats, il y en a une partie que, alors je le dis peut-être de manière cynique, mais nous n'exploitons pas assez, qui est le vivier des jeunes femmes qui ont toutes les compétences pour venir étudier dans nos écoles. Donc on a un certain nombre d'actions en termes d'orientation, d'explicitation de ce qu'est le métier d'ingénieur, et merci de votre question tout à l'heure parce que ça y contribue. Voilà, d'orientation et puis aussi d'ouverture quand on parle d'industrie verte, d'alliance entre industrie écologique, quand on parle d'alliance entre l'ingénierie et la santé, je pense que ce sont des vecteurs qui sont des leviers intéressants pour féminiser quelque part le métier d'ingénieur. Donc mixité, voilà, du point de vue du genre, on y travaille. Mixité du point de vue social. Alors là, c'est plus divers suivant les écoles. Autant sur le sujet de la mixité de genre, on va dire que toutes les écoles se ressemblent peu ou prou. Alors suivant leur domaine d'activité, il peut y avoir des cas particuliers, mais ça voilà. Mixité sociale, les choses sont un peu plus diverses, suivant, j'allais dire, un petit peu le ranking de l'école. Et donc, on a des travaux, effectivement, au travers des concours de recrutement, pour déjà éviter le biais social dans un certain nombre d'actions, notamment sur les entretiens de motivation, sur un certain nombre d'épreuves qui pourraient avoir un biais social, et puis accompagner au travers de régimes de bourse les étudiants qui en auraient besoin, notamment. D'accord. Merci Jacques pour toutes ces réponses. Au niveau des écoles d'ingénieurs, certaines sont publiques, d'autres privées, certaines ESPIC, d'autres rattachées à des universités. Quel bilan, quelle analyse donnez-vous de toutes ces différences? Alors, j'allais dire, quel que soit le modèle économique, puisque finalement c'est une question du modèle économique sous-jacent au statut d'école d'ingénieur, ce qui est important, c'est de regarder la qualité du process de formation et quelque part la garantie de qualité sur notre produit de formation qui est le diplôme d'ingénieur. Donc ce processus-là, il est géré par une commission qui s'appelle la commission du titre d'ingénieur, qui est une commission qui date de 1934, qui travaille sur ces process qualité depuis ce moment-là, et qui les rénove évidemment au fil de l'eau et qui nous garantit la qualité du diplôme d'ingénieur, que l'on soit école publique ou école privée. Et donc, pour moi, la question ne se pose pas tellement entre la différence entre école publique et école privée, mais une école accréditée et une école non accréditée. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est effectivement cette accréditation CTI, et on a sur le marché mondial de la formation un certain nombre d'entrants qui arrivent, qui mettre sur le marché quelque chose qui ressemble à un diplôme d'ingénieur, parfois en s'appelant Engineering School of quelque chose, donc en jouant sur des mots anglais pour faire croire que ce sont des écoles d'ingénieurs qui ne sont pas accréditées et donc sur lesquelles l'organisme qualité ne s'est pas prononcé, sur lequel on a quelques doutes sur cette vision en profondeur de l'apprentissage du métier d'ingénieur. Donc il faut vraiment être attentif à ces questions-là. Ensuite, école publique, école privée, c'est une question de modèle économique, c'est une question de droit d'inscription aussi, hein, il faut le dire du point de vue de l'élève, mais dans le contenu même de formation, voilà, chacun a ses attentes, sa façon de présenter sa formation, sa façon d'être actif sur tel ou tel domaine, et il n'y a pas de commentaire particulier à faire sur des modèles qui seraient plus vertueux que d'autres.
très clair. Au niveau des classements, ça fait souvent débat, les classements des écoles d'ingénieurs. Qu'avez-vous à nous dire là-dessus? Faut-il les considérer? Alors, les classements, il faut, j'ai envie de dire, ce sont des éléments d'éclairage. Ils peuvent aider, accompagner l'orientation, parce que souvent, la question des classements, notamment du point de vue des prospects étudiants et du point de vue des prospects entreprises qui viennent recruter nos ingénieurs une fois diplômés, c'est effectivement un éclairage qui résume de manière très rapide, en quelques données chiffrées, ce qu'est une école d'ingénieur, et ça permet de la comparer par rapport à ses alter-ego. C'est un éclairage, ça ne peut pas être le seul éclairage, donc il faut, au-delà du ranking de telle ou telle école d'ingénieur dans tel ou tel classement, il faut s'intéresser à ce que fait l'école d'ingénieur en termes de domaine, en termes de domaine de formation, d'entreprises avec lesquelles en partenariat, de positionnement de ses élèves dans l'entreprise, en termes de production de connaissances, de recherche. La dimension recherche est évidemment quelque chose de très important dans une école d'ingénieur qui se veut à la pointe d'un domaine d'activité pour être tout simplement cohérent par rapport à son domaine d'activité. Donc voilà, les classements sont un éclairage qui résume. Voilà. Alors évidemment, il y a des classements qui sont peut-être plus approfondis que d'autres, plus sérieux. Merci du terme. Mais voilà, regardons-les, mais surtout ne nous arrêtons pas à ça. J'aimerais maintenant qu'on s'arrête à la réforme, aux différentes réformes, mais plus particulièrement à la réforme du BUT. Qu'est-ce que cela va changer pour l'entrée dans les écoles d'ingénieurs et quelle analyse faites-vous plus largement un peu à toutes ces réformes qu'il y a eu et qui ont pu, dans certains cas, diminuer tel ou tel vivier? Alors, je vais prendre un pas de recul sur cette question du BUT parce que la question que vous posez, c'est en fait la question du vivier de recrutement sur lequel les écoles d'ingénieurs s'appuient. J'ai dit il y a quelques minutes qu'on avait besoin de former plus d'ingénieurs en France, entre 5 et 10 000 de plus. Et donc, on a besoin de s'adosser à des viviers de recrutement de plus en plus importants. On a des filières d'ingénieurs. Et donc, aujourd'hui, la question du vivier, on est sorti du modèle monolithique, il y a encore peut-être 30 ou 40 ans, où les écoles d'ingénieurs recrutaient post-classe préparatoire. Donc, suivant les types d'écoles, on a des écoles qui recrutent majoritairement sur classe préparatoire, d'autres qui recrutent majoritairement post-bac. Les INSA, par exemple, recrutent majoritairement post-bac, et d'autres qui recrutent sur différents types de viviers, et notamment, que ce soit sur des filières d'ingénieurs sous statut étudiant, et notamment sur les filières d'ingénieurs sous statut apprenti, sur des filières universitaires à vocation technologique, qui était le DUT et qui est devenu le bachelor universitaire de technologie, donc le BUT. Donc cette question-là, effectivement, vient impacter une facette de nos viviers de recrutement, qui est la filière technologique universitaire, avec sa question de la poursuite d'études. Donc ce qu'on a dit avec nos amis de l'association des directeurs d'IUT, c'est d'une part, il faut faire très attention à regarder les diplômes dans leur entièreté. C'est-à-dire que quand un jeune élève au lycée se dirige vers l'IUT pour faire un bachelor universitaire technologique, il est important qu'il fasse ce diplôme-là pour ce qu'il est, cet objectif. Donc il est rentré en bachelor universitaire technologie. Il a vocation à sortir après 3 années d'études de ce bachelor en étant diplômé. Et ce bachelor a une vocation professionnalisante. Donc le parcours normal est ce qu'il aille étudier, prendre un métier en entreprise et prendre un job. Une fois qu'on a dit ça, le système universitaire français est très bien fait et c'est très bien. Il faut proposer aussi des alternatives, soit pour des élèves qui auraient au cours de ces années-là développé des compétences particulières et auraient envie de poursuite d'études, que ce soit au bout de 3 ans ou que ce soit au bout de 2 ans, en circuit accéléré pour adresser des écoles d'ingénieurs. Donc on est en train de reconstruire ces modes de recrutement-là, donc à Bac+2 et à Bac+3. À Bac+3, normalement, pour entrer en ingénieur sur les 3 années,
d'ingénieurs. Donc ça fera un cycle effectivement 6 ans, mais dont la vocation est de travailler sur cette filière technologique et donc d'adresser des publics un petit peu différents de ce qu'on aurait au travers de bacheliers généraux. Et puis d'avoir des parcours accélérés au bout de 2 ans, donc avec des sorties au bout de 2 ans pour quelques unités qui auraient des résultats d'excellence et sur lesquels on aurait un parcours du coup accéléré en 2+3, 2 années en bachelor universitaire de technologie et 3 années en école d'ingénieur. Donc ça, on est en train de le restructurer. C'est une des voies pour augmenter notre vivier de recrutement en école d'ingénieur. D'accord. Et est-ce que vous êtes inquiet en tant que président de la CDFI de certaines baisses de candidatures qu'on a pu voir notamment sur certaines classes préparatoires aux grandes écoles, TSI, il y a quelques prépas qui ont montré une petite baisse? Alors, j'allais dire sur quelques viviers que ce soit, quand il y a une baisse de nos viviers au regard de l'objectif majeur qui est de produire plus d'ingénieurs en France, on est effectivement extrêmement vigilant et on regarde les questions. Et d'abord, est-ce que ce sont des questions structurelles ou est-ce que c'est des questions conjoncturelles? Donc, par exemple, la réforme du DUT en BUT qui passe de 2 ans à 3 ans a un impact conjoncturel puisque le système va se réguler sur la durée. Donc, ça ne veut pas dire qu'on le regarde avec beaucoup d'attention, hein, mais voilà, c'est plus conjoncturel que structurel. On est par contre extrêmement attentif sur des aspects plus structurels qui est quelque part l'appétence des lycéens sur les sciences parce que, disons-le, ingénieur, c'est un métier scientifique, donc on a besoin de sciences, on a besoin de mathématiques, on a besoin de physique, de biologie, voilà, de différents domaines scientifiques pour venir étudier en école d'ingénieur. Donc quand on voit les statistiques de choix de doublette au niveau du bac sur l'appétence des sciences, des lycéens pour les sciences, oui, on y est extrêmement vigilant et c'est ce qu'on retrouve effectivement derrière dans des choix de parcours sur les classes prépa TSI ou autres. Donc voilà, on a travaillé avec le ministère de l'Enseignement Sup, avec le ministère de l'Éducation nationale pour revoir un petit peu ces questions de sciences au lycée. On est particulièrement satisfait de voir qu'il y a des heures de mathématiques qui ont été réinjectées en classe de première pour re-questionner ces modèles-là. Merci Jacques Fayolle encore une fois pour toutes ces réponses. J'aimerais qu'on s'arrête maintenant un peu plus sur les évolutions pédagogiques. On a vu depuis 2020, il y a eu beaucoup d'évolutions dans les écoles d'ingénieurs et puis dans tout l'enseignement supérieur. En quelques mots, en résumé, qu'est-ce que ça a changé concrètement? Alors, les écoles d'ingénieurs sont en circuit court entre un besoin d'innovation exprimé par les entreprises et une question de formation. On répond à un besoin des entreprises, c'est consubstantiel à la manière dont les écoles d'ingénieurs conçoivent leur maquette de formation. Donc on fait évoluer nos cursus de formation de manière extrêmement régulière. Et si on le regarde avec un petit peu de recul pour voir les grandes transformations, ce qui est très net, c'est la question de la transition écologique et de l'impact qu'ont les projets des ingénieurs sur le monde et sur la société. Et donc, les questions de formation au climat, il y a beaucoup d'écoles qui mettent en place, par exemple, des fresques du climat en entrée d'école. Et chacune de nos écoles a aujourd'hui, dans ses cursus, des compétences fondamentales sur ce qu'est un bilan carbone, comment ce que je fais en tant qu'ingénieur a un impact sur le climat, comment est-ce que j'agis sur des questions de souveraineté, sur la consommation de ressources, sur la consommation d'énergie. Voilà, tous ces sujets qui sont des sujets de société du XXIe siècle sont au cœur de nos formations parce que nous formons les cadres de demain et si la France veut rester un pays industrialisé ayant un rôle majeur au niveau mondial, ce sont nos ingénieurs qui en sont les porteurs au jour le jour dans les entreprises et dans les collectivités territoriales. Et donc on s'assure que nos ingénieurs sont formés à ces compétences-là et avec toute la problématique et toute la compréhension des impacts de ces problématiques sur le monde. En miroir avec cette réponse, est-ce qu'il y a d'autres chantiers? Comment voyez-vous l'avenir? On sent parfois une certaine crainte des étudiants, de l'éco-anxiété et puis plein d'autres choses.
Comment voyez-vous l'avenir? Quels sont les autres prochains chantiers? Alors en fait, je suis d'une nature optimiste, mais l'expérience et les quelques cheveux blancs montrent que, voilà, en regardant les choses un petit peu en perspective, effectivement le monde change, mais les ingénieurs sont des leviers d'innovation. Et donc, quand je regarde les choses avec ce recul-là, je suis très optimiste parce qu'on est au cœur du système entre... voilà, tout à l'heure on parlait d'industrie verte. Quand on parle d'industrie verte, on parle immédiatement d'ingénierie par l'alliance entre les questions d'écologie et les questions d'industrie. Donc cette capacité à traiter les problématiques d'aujourd'hui, c'est vraiment le métier d'ingénieur qui l'incarne. Et donc, j'aurais envie de dire à vos spectateurs et à ceux qui liront vos papiers que le métier d'ingénieur, c'est vraiment le métier d'avenir aujourd'hui. Et donc, rejoignez-nous et venez étudier dans notre très belles écoles d'ingénieurs en France. Merci beaucoup, Jacques Fayolle, encore une fois, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Je rappelle que vous êtes président de la CDFI et directeur de Mines Saint-Étienne. On se dit à très vite sur Totis pour de prochaines vidéos et à très vite. Au revoir.